enfants bleus. Pastis délicieux. Allez, santé. Alors? On n'attend pas Patrick? Hello les soldats de la roulette, c'est Roulette Vendetta. Putain, j'ai un chat dans la gorge, ça commence bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un gars qui ne s'appelle pas Patrick, mais qui s'appelle Albert. C'est une vidéo qui va traiter d'un joueur que j'ai connu, encore une fois en gain, donc qui a ses propres façons de jouer, donc c'est bien, c'est intéressant de faire une présentation, et comme le veut la coutume, désormais, je vais commencer par une petite réflexion philosophique. Et donc cette réflexion philosophique, eh bien, la voici. Pendant le Covid, on a vu que les médecins, et notamment les médecins de plateau, disaient un peu tout et son contraire. Si bien qu'à force, on n'y comprenait vraiment plus rien. Et c'est devenu une psychose, en fait. Hein. Et j'en discutais avec quelqu'un sur un réseau social, et donc la personne n'était pas d'accord avec moi, elle pensait que j'étais un complotiste. Et elle m'a dit, les scientifiques ont tout fait pour faire le bien durant la période du Covid. Et donc, tu n'en as pas conscience, que la personne m'a dit. Et moi, je lui ai répondu cette phrase de Rabelais, je crois, il me semble. Hein. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, pour faire le rapprochement avec le casino, plus particulièrement la roulette, je dirais que la roulette, c'est pareil. Vous avez une science entre les mains, c'est une science dont il faut avoir conscience. Voilà. Et je vous laisse méditer là-dessus. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Nique le casino. Tous les casinos. Donc, bien évidemment, je vais vous expliquer pour commencer comment j'ai rencontré Albert. Bon, encore une fois, c'est très naturel. Donc, comme je vous avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos, je m'étais fait pote avec Eric, que je considère comme un des joueurs les plus techniques que j'ai pu voir dans mon existence. Et j'ai pu en voir. Rassurez-vous que j'ai fait de nombreux casinos en France. Alors évidemment, je ne les ai pas tous faits, mais j'en ai fait assez pour vraiment pouvoir classer un petit peu les gens, etc. Donc pour moi, Eric était vraiment quelqu'un de respectable, vraiment à plusieurs points de vue d'ailleurs, sur le plan humain et sur le plan technique, et voilà. Donc en parlant avec lui, évidemment, il a fini par me parler d'Albert, en fait, parce que c'est lui qui le connaissait bien, et il me dit, tu sais, si tu veux un petit peu explorer d'autres voies, commencer à faire tes propres principes de jeu, parce qu'en fait, c'est ce qu'il me disait, Eric, hein, il me disait, il faut que tu essayes de faire tes propres principes de jeu, et que tu commences à un peu explorer des choses, et par exemple, il m'avait dit, tu sais, il y a une technique qui marche à tous les coups. Hein. Alors, bien sûr, je vais vous la donner. C'est juste comme ça, parce que, voilà, bon, elle n'est pas extraordinaire cette technique, mais je la donne parce que c'est Eric qui me l'a donnée. Donc effectivement, voilà. Il me dit, tu sais, si tu veux vraiment jouer tranquille, mais être sûr de ramasser du blé, voilà, tu poses 6 pions sur ton tableau, et au bout de 3 fois, si c'est pas sorti, tu doubles chaque pion. Et moi personnellement, j'aime pas ce genre de choses parce que c'est trop répétitif. Alors ça c'est le gros problème des méthodes répétitives, parce que c'est vrai que sur le papier ça a l'air pas mal, mais vous êtes devenu une espèce de programme informatique qui répète quelque chose, donc c'est pas évident. Et je pense que c'est un petit peu le problème que on peut retrouver aussi avec le jeu que faisait Papy, c'est que c'est très mécanique de jouer du rouge et du noir. C'est pour ça que moi, de toute façon, à une époque, je pense que c'est la raison aussi qui m'a poussé à jouer les numéros, parce que c'est assez varié. C'est-à-dire que bon, on peut jouer d'énormes quantités de choses, mais là, quand on fait un jeu cylindrique, basé sur un secteur du cylindre comme ça, c'est-à-dire poser 6 pions, et attendre qu'il y en a un des 6 qui tombe, et tant qu'il y en a un qui n'est pas tombé, on augmente. Et je pense aussi que ça peut être dangereux, parce que justement, on peut faire une erreur, etc., ou on peut tomber sur une mauvaise série aussi, hein, ça peut arriver, hein, c'est-à-dire que vraiment,
6 numéros ne sortent pas du tout. Bon, c'est quand même relativement rare, hein. Au bout d'un moment, mais bon, il faut quand même bien les choisir, hein. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je me rappelle plus trop ce que m'avait dit Eric sur le choix des 6 numéros. Alors, est-ce qu'il fallait jouer des numéros qui étaient chauds, ou plus ou moins chauds, ou tièdes, ou pas tièdes? Genre, je m'en rappelle plus. Mais après, c'est encore un sujet à étudier, hein. Bon, je vous donne la technique comme ça parce que j'en ai un vague souvenir, mais après, à vous de tester. Choisir 6 numéros et puis augmenter au bout de 3 fois qu'on n'a pas touché, ça me semble. Alors je sais même plus si c'est pas 2 fois ou 3 fois. Bon, enfin peu importe, c'est pour vous dire que il me dit commence déjà par expérimenter des choses simples. Et après, je pense que c'est ce que d'ailleurs c'est ce qu'a voulu dire Eric, c'est que quand il m'a dit ça, c'est que eh bien il faut commencer par des choses simples et puis petit à petit les améliorer, les complexifier pour arriver à quelque chose de plus peut-être productif. C'est-à-dire que là, cette méthode-là, elle n'est pas extrêmement productive parce que vous voyez bien que, parce que 6 fois 3, 18. C'est-à-dire que si vous perdez 3 fois de suite vos 6 pions, vous êtes déjà à 18 euros de perte. Donc là, si vous gagnez, ça fera 36. Donc, 36 moins 18, moins 6, c'est votre bénéf. Donc votre bénéf n'est pas très élevé. Donc faut pas. C'est pour ça qu'en fait, effectivement, ces méthodes simples. En fait, c'est très facile de ressortir avec 15 balles d'un casino en vérité, hein. Je veux dire ça. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour le savoir, hein. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de maximiser ça pour que on vienne pas pour 20 balles, quoi. On vient pour maximiser son truc. Donc voilà, mais quand on veut partir d'un départ, on est débutant, on sait pas trop, bon, bah, faut commencer par des trucs simples. En fait, Eric, il aurait pu me dire, bah commence par du rougeoir ou n'importe quoi. Il aurait pu me dire n'importe quoi du moment que c'était simple en fait et que ça fonctionne. Donc voilà, viser 6 numéros, à un moment donné, ils vont sortir quoi. Et donc je pense que si on fait une montante sur 6 numéros, à un moment donné, ça va tomber quoi. La question, c'est en combien de temps, avec combien d'investissement, voilà, c'est ça qu'il faut se poser comme question aussi, quoi. Je veux dire, ok, quelque chose qui marche, c'est pas simplement ça qu'il faut regarder, parce que sinon ce serait trop facile. Il faut regarder les moyens mis en œuvre, le temps mis en œuvre, etc., etc., etc. Et puis, il me dit, de toute façon, si tu veux t'adresser à un expert des méthodes, il faut que tu ailles voir Albert, en fait, hein. Albert, ça fait 30 ans qu'il joue, etc. machin, et donc c'est un mec, et puis il m'en parlait, mais à chaque fois je le voyais jamais, parce qu'en fait Albert c'est un mec, comment dire, il venait à certaines heures précises, il avait ses habitudes. Alors, je me rappelle, il venait, en fait il y avait un groupe de petits vieux en gain qui se mettaient toujours au premier rang, et voilà, donc ils jouaient tous ensemble, et puis ils jouaient cool, et puis ils faisaient pas trop de bruit, et puis moi voilà, c'était pas la même génération, donc c'est pour ça que je m'étais jamais intéressé à lui d'ailleurs. Vraiment, il était tout le temps avec un groupe, je crois ils étaient 3 ou 4. Ils étaient assez âgés et un peu plus âgés que Eric, je pense, ou dans les mêmes âges, mais Eric, lui, était plutôt solo, quoi. Il faisait pas tellement, il jouait souvent qu'il pouvait pas se permettre d'attendre un groupe pour jouer ensemble. Lui, il jouait, voilà. Tandis que, voilà, Albert et ses potes, voilà, ils étaient vraiment synchro, quoi. Mais je les avais pas plus remarqués que ça. Puis un jour, finalement, il se retrouve assis à côté d'Eric et tout ça, et puis il me dit, bah tiens, Hervé, voici Albert, dont je t'ai parlé. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Et donc voilà, bon bah, en fait, Albert, il rentre directement dans la catégorie campeur, en fait, hein, parce que bon, c'est une catégorie que j'avais exposée dans une vidéo précédente, qui était la vidéo qui s'intitulait Profession joueur de roulette. Alors, campeur, voilà, c'est d'ailleurs de lui vraiment que je parlais dans cette vidéo, je pense, en premier lieu dans ma tête. Puis après, en réfléchissant, je me suis aperçu qu'effectivement, j'en ai connu beaucoup des campeurs. Mais vraiment, lui, c'est la définition, on va dire, la plus raffinée. Il est le représentant le plus raffiné de ce qu'est le campeur, parce que bon, vraiment, lui, ça va loin, et puis c'est pas n'importe qui. Je vous dis, c'est un mec, il a 30 ans d'engain derrière lui. Il est arrivé bien avant, justement, les machines diaboliques, les RAE électroniques, là, ça, il est arrivé bien avant ça. Et donc, justement, lui, il essaie déjà de faire du bénéfice sur les roulettes traditionnelles, ce qui prouve. Alors, il y a deux choses que ça prouve. Ça prouve que si il venait avant, et que, vu que c'est pas le genre de gars à venir pour perdre de l'argent, vu comment il était quand même sacrément filou et intelligent, je pense qu'avant même l'arrivée des RAE, c'était un mec qui essayait de gratter un peu de thunes à la roulette. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a expliqué justement plein de choses là-dessus. Mais
Donc là, la deuxième chose à noter, c'est que maintenant qu'il y a les RAE, ils ne jouaient plus du tout aux roulettes traditionnelles. Donc ça exprime bien le fait qu'il y a c'est ce que j'expliquais d'ailleurs dans un des commentaires à quelqu'un qui me disait oui, nanani, nanana, mais de toute façon les RAE c'est supérieur en termes de possibilités à une roulette traditionnelle, ce qui explique que effectivement si la roulette traditionnelle c'est pas un truc dont on peut espérer de faire un métier, c'est beaucoup moins mécanique et productif que la RE. La RE dans une journée, faut voir ce qu'il faisait comme misère à la RE, Eric, hein, dans une journée. Lui, c'était comme une journée de. Il faisait ses 3-8, mais lui, c'était en 3 heures, quoi. Et il arrivait, bim, 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 bim. Il ressortait. Non, mais ça, tu peux pas le faire à la roulette tradi. Alors, parce que la roulette tradi, c'est pas fait pour ça, quoi. C'est pas du tout mécanique, ni rien du tout. Là vraiment, ce qui est bien avec la RE, c'est que vous avez un pupitre qu'on pourrait dire professionnel, en fait qu'on peut professionnaliser plutôt, je dirais, parce que évidemment pour le Kidam lambda, ce n'est qu'une interface de jeu. Mais pour qui sait s'en servir, une RAE, c'est un outil de travail en fait, hein, si vous voulez, c'est un peu comme le mec qui joue à la bourse, quoi. Il a son pupitre de bourse pour passer des commandes, que ce soit sur internet ou sur un ordinateur, voilà, sur un téléphone, il passe ses ordres. Bah là, c'est le même principe, si vous voulez. Et donc là, les gens comprennent pas. Les gens n'ont pas le déclic parce qu'ils n'ont pas ce recul comme quelqu'un comme moi qui est informaticien. Donc je peux faire le parallèle entre quelqu'un qui va passer des ordres de bourse, qui est d'ailleurs un petit peu hasardeux, j'ai envie de dire, avec le fait de passer des ordres à la machine de roulette anglaise, donc électronique. Donc il y a un parallèle que si les gens ne voient pas, là je peux rien faire pour eux, quoi. Je veux dire, je peux pas être plus explicite si les gens, parce qu'il y a souvent des gens qui viennent en commentaire pleurnicher comme quoi la roulette c'est impossible, en me ressassant les probabilités de base. Donc d'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus pour remettre toutes les choses à plat, parce que là vraiment il y a des gens qui s'embrouillent les pinceaux là-dedans. Effectivement, les statistiques c'est pas fait pour tout le monde, hein. Donc je mettrai ça à plat, parce que c'est compliqué en fait de comprendre. Mais en tout cas, sans rentrer dans tous ces détails-là, Albert, voilà, était un joueur de RAE, donc ce qui prouve que lui, il n'était pas toujours à perdre son temps, si vous voulez, hein. Donc s'il était à la RAE, c'est bien pour une raison, c'est qu'effectivement, il en vivait bien. Mais c'était beaucoup moins ostentatoire qu'Eric, déjà pour plusieurs raisons, c'est que lui, il était plus là pour tuer le temps. J'ai l'impression que c'était aussi un retraité du genre, bon bah voilà, j'ai du temps à perdre et puis je vois les potes, quoi. Donc il y avait un petit peu cet aspect-là. Et puis lui, vraiment, le mec pas pressé. D'ailleurs, je pense que quand on met le mot campeur dans l'affaire, on se doute bien que le mec est pas pressé. Donc justement, parce que le mec est tranquille et il observe ce qui se passe. Et comme il a un large éventail de stratégies, il peut aussi bien attaquer un rouge-noir ou attaquer une colonne ou attaquer n'importe quoi. C'est un mec qui a vraiment étudié la roulette sous toutes ses coutures. Et il m'a montré son fameux calepin aussi, hein. C'est-à-dire que faut déjà avoir parlé un peu pour en arriver là, parce qu'il va pas me montrer ça au premier venu, mais après avoir discuté, je pense, à la troisième ou quatrième fois que j'ai discuté avec Albert, euh, on a bu un coup. Alors comme d'hab, ça se finit souvent au bar, hein, dans ces histoires-là, et il m'a sorti le calepin. Et c'est là que vraiment j'ai monté un gap dans mon cerveau. Ça a été encore une petite claque qui est venue secouer mon cocotier. C'est que là, je me suis aperçu que c'était un sujet sérieux, la roulette. C'est là, en fait, là, j'ai vraiment pris conscience, à ce moment précis, que c'est pas un truc de rigolo. C'est un truc pour les mecs qui ont un peu de cervelle. Les gogoles qui carburent à la 8-6 ou à la boisson énergisante dès le matin, non, non. Calmez-vous, c'est pas pour vous. Allez jouer je ne sais pas quoi, mais venez pas là, quoi. C'est un truc d'intellectuel, la roulette. Et on dirait pas, vu la vitesse où vont les choses et vu les poudres de perlimpinpin qui s'affichent dans vos yeux quand vous allez dans un casino comme Anguin, on a l'impression plus d'être au cirque que dans un endroit intellectuel. Et ben en vérité, c'est très intellectuel cette affaire de roulette. La preuve, c'est que déjà, il y a une histoire de calepin et de calcul et de stratégie, ça montre que déjà on n'est pas en face d'une connerie à 2 balles. Même quand vous allez jouer au blackjack, vous n'avez pas un carnet sur vous, quoi. Vous y allez comme... voilà, c'est comme ça. Donc là, si vous voulez, on parle quand même d'un jeu où... Voilà, même les jeux de course, au final, un jeu de course, vous n'allez pas pouvoir stratégifier l'ordre des chevaux faire une stratégie sur comment dire vous pouvez pas faire de martingale, si vous pouvez
mais c'est très déconseillé. Voilà, j'ai déjà lu des articles. Alors, moi, je suis pas un expert des paris sportifs, hein, mais j'ai lu que faire de la martingale aux paris sportifs, il y a rien de plus dangereux, parce que ça monte très très haut et ça peut vraiment se retourner contre le joueur. Donc, évidemment, euh, c'est pas fait. En fait, je pense que les granularités sont pas faits pour. Déjà à cause des cotes. Les cotes, c'est difficilement. Enfin, pour moi, je pense que les paris sportifs, c'est pareil, ils sont là, ils ont jamais fait faillite. Donc je pense que ceux qui s'en sortent, il y en a. J'en ai vu, j'ai vu des reportages sur des gens, c'est des professionnels du pari sportif. Mais c'est pareil, ils sont pas si nombreux que ça, parce que sinon les paris sportifs, ils seraient plus là pour en parler. Donc ça montre qu'à chaque fois qu'il y a un jeu intéressant, de toute façon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a toujours une proportion de gogol et une proportion de mecs intelligents mais qui est beaucoup plus faible. La proportion sera toujours beaucoup plus faible. Et donc c'est ce que me donne l'impression de la roulette. Ça me donne vraiment cette impression qu'il y a une énorme masse de gogol. Non pas qu'ils jouent mal. Non pas que... Mais si vous voulez, c'est dans le... Enfin, comment dire? C'est... Déjà, à quoi on reconnaît vraiment quelqu'un de bon à la roulette? C'est quelqu'un d'extrêmement détaché. Ça détonne avec le reste. C'est des mecs qui sont capables de regarder pendant 60 minutes d'affilée la roulette sans jouer, quoi. D'être assis, discuter avec ses potes, d'avoir le sourire. Il y a des gens, dès qu'ils s'approchent de la RAE, il faut qu'ils jouent. Et puis, ils joueront jusqu'à ce qu'ils ont plus de thunes. Vous voyez la différence de... Enfin, on parle pas du même jeu, là, si vous voulez. C'est toute une histoire de comportement. Je sais pas comment vous donner des exemples, mais ce genre de personnes... c'est un petit peu comme comparer Cristiano Ronaldo et moi. Voilà, si vous mettez Cristiano Ronaldo et moi sur un terrain de foot, ok, je vais essayer de faire des belles choses. Je suis capable de mettre une lucarne, hein, vous savez. Hein. Je suis levé du bon pied et que je suis pas trop fatigué, je peux mettre une lucarne. Mais ça fait pas de moi Cristiano Ronaldo. Donc voilà, c'est vraiment ça, quoi. La différence notable, elle est là, c'est que vraiment, mais je suis à 1000 lieues d'être un joueur comme Albert. Je suis encore, je sais pas si je le serai un jour, si vous voulez, parce que c'est un sport à ce niveau-là. C'est un sport, c'est maîtrise, réflexion, stratégie, et puis expérience aussi, parce que un mec comme Cristiano Ronaldo, c'est pareil, il s'est bonifié au cours du temps. Vous vous rendez bien compte que euh, moi, je l'ai vu dans sa carrière, il faisait moins de gris-gris, mais il était plus efficace. Alors qu'avant, c'est des tas de gris. Moi, j'ai regardé l'autre fois une vidéo de Cristiano Ronaldo. Il était jeune, alors il faisait des gris-gris, mais c'était hallucinant ce qu'il faisait. Il faisait l'amour à des joueurs, mais tu voyais à la fin, l'action, elle se terminait pas forcément par un but. Mais il te faisait des trucs. Par exemple, il était dans le coin de corner, il faisait presque un hula hoop au-dessus du joueur et en retombant de l'autre côté presque. Hein. C'était un truc de Olivier Tom, quoi. Mais ça n'allait pas forcément au bout. Puis avec le temps, il s'est bonifié parce que finalement, les gris-gris c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est que ça aille au fond, quoi. Et ben, je pense aussi que l'expérience est très importante aussi. Et c'est pour ça que les connaissances ne sont pas suffisantes pour gagner à la roulette. Il y a aussi une part d'expérimentation aussi. De temps passé à des vestes prises. Parce que des fois, il y a comme ça que ça rentre. Donc c'est pour ça qu'un mec comme Albert, il a une énorme valeur. Quand vous vous approchez d'un mec comme ça, c'est un mec qui a joué 30 balles. Ça fait 30 ans qu'il est là. Dans ce casino-là, en plus, il peut vous parler de l'arrivée des RAE. Il m'a parlé de l'arrivée des RAE un petit peu, mais surtout de ce qui se passait quand elles étaient pas là. Et que c'était vraiment la galère. Elles ont apporté vraiment un plus. Et puis, il m'a aussi donné un regard un petit peu sur le casino. Le casino, finalement, c'est des gens, tu peux les enculer à sec si t'en as envie. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une masse de gogoles qui représente la masse. Donc toi, tu te faufiles là-dedans comme un poisson et tu fais ton beurre. Exemple très clair, lui, enfin, je vais vous expliquer un truc très simple. Il y a une carte qui permet de rentrer, si vous êtes VIP ou pas, machin, bref. Vous avez une carte que vous insérez dans les machines et qui permet de gagner des points. Mais pour celui qui est malin, il peut se faire des voyages avec ça. Mais en fait, il faut être un peu malin. Et donc, lui, il m'expliquait que voilà, il se faisait un voyage par an avec sa femme grâce à cette carte. Vous voyez, si vous voulez, c'est une philosophie, mais moi, quand je vois des mecs arriver là-dedans, je les vois plus dépenser tout leur salaire qu'autre chose. Je les vois pas être dans une optique d'optimisation, si vous voulez. C'est aussi ça le problème. C'est ça que je vous parle aussi de la différence d'état d'esprit gagnant-perdant. C'est un petit peu ce que j'avais essayé de transmettre dans une de mes vidéos qui s'appelait l'esprit gagnant, mais j'avais pas réussi, parce que bon, c'est une de mes premières vidéos, j'avais pas réussi à très bien expliciter cela. Mais là, pour le coup, vraiment, je pense que là, je peux vraiment mieux vous expliquer que, avant tout,
Il s'agit d'optimisation, parce que un mec qui va arriver avec 10 000 balles, il va t'en foutre plein les yeux, mais s'il repart qu'avec 9 999 euros, ça vaut rien. Mais toi, pourtant, t'as eu tu sais, t'as pas vu, justement, toi, t'as pas vu cette balance. Parce que cette balance, elle est cachée, elle est virtuelle. Cette balance, elle est peut-être sur plusieurs jours. Donc le mec, il t'en a mis plein les yeux, mais à la fin, il repart avec une balance négative. Par contre, un mec comme Albert, tu le vois, il a l'air d'un clochard, en fait. Tu le vois physiquement, ou de ce qu'il fait, tu dis, mais ce gars-là, c'est quoi, c'est qui? Tu vois, tu le connais pas. Tu vois. Mais à la fin du mois, lui, il est bénéficiaire. De temps. C'est bien palpable, mais ça se voit pas comme ça. C'est pour ça que vraiment, je vous incite à cette réflexion de attention aux apparences dans la vie. Il y a des mecs qui vont arriver, ils auront des mocassins Nebuloni, ils auront la coupe à, à Parker Lewis, mais en vérité, ça veut rien dire. Tu peux sortir un portefeuille en crocodile avec des dollars dedans, mais ça se trouve dans ton cerveau, t'es une merde, t'es une bite, t'es nul. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que voilà, il y a des mecs, moi justement, un mec comme Eric, pareil, il cassait pas des briques, hein, je veux dire, bon, c'est un mec que t'aurais rencontré au PMU, au bar, c'était pareil, quoi. C'est pour ça que méfiez-vous des apparences. Voilà. Il y en a, ils arrivent, tu dis cela, c'est forcément un mec intelligent, c'est forcément un gagnant, oh, il a de la thune aussi, oh ça veut rien dire. C'est pas comme ça que ça se passe la vie. Sinon, bah justement, c'est vraiment, faut analyser ça. Si vous voulez vous faire des amis ou vous voulez arriver dans un domaine quelconque et vous voulez progresser dans ce domaine, ce qui est faisable, bah, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Et ça marche dans tous les domaines. Vous voulez faire du foot, bah, tout va dépendre de votre entraîneur. Si votre entraîneur, il a jamais entraîné, c'est sa première année d'entraînement, ça se trouve, vous allez ressortir avec une jambe cassée à cause de lui. Par contre, vous êtes entraîné par Zidane, forcément, au bout d'un an, t'as quand même monté d'un level, quoi. C'est obligatoire, quoi. Et ben c'est ça aussi, c'est bien choisir vos références, bien choisir vos référents, comment dire, j'ai plus le nom en tête, mais en fait, les gens qui vont vous faire progresser, quoi, tout simplement, hein. Vos mentors, voilà. Choisissez bien vos mentors dans la vie. C'est très important, ça. Bon, je fais un peu de psychologie de comptoir qui n'a rien à voir. Enfin, je la place là parce que finalement, j'ai envie. Ça me fait plaisir de faire étalage un petit peu de ça, mais pour moi, j'en suis convaincu, si vous voulez. Même si c'est peut-être un peu hors sujet ce que je vous dis, puisque peut-être que vous allez arriver à la roulette et que vous n'aurez besoin de personne, si vous voulez, hein. Vous allez arriver, ou peut-être avec mes conseils, mais bon, j'en sais rien. Mais si vous voulez, même si vous vous adressez à mes conseils et que vous les utilisez, c'est parce que mes conseils sont bons, ça veut dire. Ils apportent des résultats. Mais pourquoi? Bah parce que vous n'avez pas choisi la chaîne d'un autre qui raconte des conneries. En fait, vous voyez bien que si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous avez fait un choix. Voilà. Donc, demain, si vous rencontrez un joueur, ou que vous décidez de vous associer à un joueur, parce que c'est pareil, je vois Albert, il n'a pas choisi comme ami des gogoles. Il n'est pas ami avec des gogoles qui font n'importe quoi. Ils sont tous des mecs sérieux, des mecs qui payent pas de mine et qui rigolent quand ils voient des gogoles. Justement, des fois, ils rigolaient quand moi j'arrivais avec mes histoires d'illuminés. Je vais faire ci, je vais faire ça. Regardez, les mecs, ils rigolent, quoi. Les mecs, ça fait là, ils sont posés, machin. Mais Albert, il va pas jouer avec. Enfin, il a été sympa de me parler, mais genre, il va pas monter. Enfin, il va pas jouer avec moi toute une après-midi, à part si je le réclame. Lui, il a pas besoin de moi, quoi, je veux dire. Si moi, vraiment, je fais la démarche de me mettre à côté de lui, ouais, il est sympa, il va m'expliquer tout ça. Mais si vraiment j'étais un gogol, il me dirait casse-toi, quoi. Genre, si, c'est vraiment des mecs, ils vont pas faire n'importe quoi, tu vois. Donc, ça, c'est pour te dépeindre un petit peu l'atmosphère, l'ambiance. Alors après, au niveau technique, euh, vraiment, c'est très vaste ce que peut faire Albert. Mais vraiment, ça va de l'observation d'un retard. Alors, par exemple, imaginons que, je sais pas, le 17. Alors, le fameux 17. Je sais pas pourquoi, le 17, c'est un chiffre qui me hante, quoi. Je sais pas pourquoi. Pardon, je suis en train de boire un coup. Donc, il m'a toujours un petit peu hanté, ce fameux 17. Parce qu'il est un peu au milieu et que souvent, il y a beaucoup de gens qui le visent, hein. Il y a beaucoup de gens, je sais pas pourquoi, ils attendent que le 17 soit en retard et voilà, ils jouent dessus, je sais pas pourquoi. Il a du succès ce chiffre-là. Bref, alors peut-être que c'est psychologique ce que je dis, mais enfin, en tout cas, imaginons qu'il y a un retard du 17. Alors attention, c'est là qu'Albert m'avait expliqué méfiance.
Un retard, ça veut dire quoi? Parce que, est-ce que c'est 300 coups de retard? Est-ce que c'est 600 coups de retard? Ah, ça, tu vas pouvoir le voir avec l'expérience. C'est pour ça que tu peux pas t'amener et jauger de la situation. Il faut que tu aies l'habitude des lieux, de l'habitude des résultats, parce que forcément, je pense que dans chaque endroit, on aura des délais qui sont pas les mêmes. Puis faut sentir un peu les choses. Donc je pense déjà, si tu veux être capable de repérer dans un casino les retards, c'est pas le premier jour que tu vas arriver que tu vas être capable de le faire. Ne crois pas ça. Demain, si tu débarques dans un casino à Lyon, t'as jamais mis les pieds. Déjà, faut que tu te mettes dans l'ambiance, tout. Tu essayes d'un petit peu voir comment elle joue, cette machine, comment elle répond. Et après avoir observé sur 1 ou 2 mois comment se comportaient les retards, en fait, il faut jouer à blanc. La meilleure solution pour observer, c'est déjà tu joues et c'est ça qui est très difficile, c'est que voilà, quand je parlais de Gogol, mais un Gogol, un bouffeur de Netflix, un bouffeur de TikTok, il va pas être capable de faire de l'observation de résultats sur 2 ou 3 mois. Non, mais pourtant c'est nécessaire. Tu vas arriver juste avec ton calepin, dire ah tiens, ce jour-là, putain, ce fameux 17, il a mis 452 coups à arriver. Ah tiens, ce jour. Et puis après, dans ta tête, tu commences à dire mais putain, mais s'il y a ça, je fais ça. Mais ça vient pas. Voilà. Donc c'est vraiment. Voilà, c'est pour ça que je peux. Les gens qui fournissent soi-disant des méthodes infaillibles qu'on peut faire copier-coller, mais laissez-moi rire. Il n'y a jamais de copier-coller avec des histoires comme ça. C'est un peu. Pour ça, le campeur, c'est quelqu'un qui est déjà. Va pas attendre un bouquin pour lui dire quoi faire. Il va pas attendre Roulette Vendetta. N'attendez pas moi, ne m'attendez pas moi pour créer votre méthode. Toute méthode déjà passe par du test. Tester à blanc. Après, tu vois ce qui se passe. Mais si tu testes pas à blanc, comment veux-tu, le jour où tu arrives avec 5000 balles et que vraiment tu veux attaquer, parce que là on parle de gros sous à la roulette. Attention. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans cet exemple que tu veux attaquer un numéro, mon ami, il faut être prêt à suivre. Parce que si t'es là et que tu t'as que 50 balles dans la poche, t'attaqueras jamais le 17 en retard. Ça, c'est vraiment, faut que t'aies du bol, quoi. Parce qu'une attaque, elle peut mettre du temps à tomber. Mais toi, t'es là, justement, et t'as de quoi vraiment viser. Parce qu'en vérité, la granularité, ce fameux mot que j'ai employé plusieurs fois, qu'est-ce qu'il veut dire? Bah là, au moins, je vais vous le dévoiler. Bon, j'ai fait un petit peu de teasing. Je vous ai souvent dévoilé. C'est une chaîne de secrets un petit peu qui se dévoile et je pense que l'industrie des casinos va me faire assassiner. Hein. C'est pour ça que je me cache aussi parce que je suis en train de dévoiler des trucs qui peuvent potentiellement pour ceux qui sauront l'utiliser, bien sûr évidemment. Ça pourrait se retourner contre eux d'ailleurs. Donc voilà, mais ça pourrait faire mal au casino. C'est pour ça que il faut garder. Déjà, j'invite les gens qui auront écouté ce podcast. Voilà, de pas le partager à n'importe qui, s'il vous plaît. N'allez pas le partager à des cons, quoi. Parce que là, je suis en train de vous donner des secrets qui font mal aux fesses, quoi. Et surtout qui risquent de faire mal aux fesses du casino, quoi. Mais bon, à manier avec précaution, ce que je vous dis toujours, faites attention, jouez à blanc ou jouez sur Android, parce que ce que je vous dis là, c'est à double tranchant. Donc ça, je tiens bien à vous le dire. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire granularité? Granularité, ça veut dire que vous pouvez faire de la martingale sur un nombre de coups hallucinant en fait. Parce que en fait les gens normaux pensent qu'une martingale c'est juste doubler en cas de perte. Mais les gens n'ont pas conscience qu'il existe d'autres types de martingales. Et donc celle que Albert m'avait apprise, qui est extrêmement puissante, mais qui réclame des fonds. Voilà, il y a toujours une contrepartie aussi. Et vous pouvez vous glisser sur une peau de banane et perdre tout. Parce que justement, c'est là qu'on voit les mecs qu'on dénerve en fait. Les mecs qu'on dénerve, d'acier, c'est des mecs qui sont capables de se poser devant la roulette, d'attendre un retard, d'avoir l'argent sur soi. Alors, je sais pas de combien on parle, parce que je l'ai jamais fait moi-même. Mais j'imagine que pour attaquer un numéro en retard, il faut de l'argent, parce que le principe c'est quoi? C'est que vous allez commencer à l'attaquer en mettant des pions sur le numéro en question, mais à un moment donné, vous serez limité par comment dire, la mise maximale de ce numéro. Mais vous allez pouvoir continuer d'attaquer. C'est là le secret de la granularité, en fait. La granularité, c'est ça, c'est que, arriver au moment où, merde, j'ai mis 20 pions sur le 17, je peux pas aller plus loin.
Oui, mais tu peux commencer à attaquer par une transversale, tu peux attaquer par la douzaine, tu peux attaquer par la colonne, tu peux attaquer par le manqué passe, et tu peux encore comment dire, attaquer par le sixin, le rouge-noir. En fait, bref, tu as encore plein d'endroits où mettre des pions qui seraient rémunérateurs si le 17 tombe. Parce que si toi tu mets encore sur un pair et que 17 tombe, bah 17, et en plus, ta technique peut remporter aussi, même si c'est un autre numéro comme 13 par exemple. Parce que 13 et 17 sont à peu près géographiquement proches, et donc ça veut dire que quand tu fais comment dire, une attaque à visée large, j'ai envie de dire. Alors, je ne sais pas si la meilleure chose est de commencer large et d'aller vers le 17, ou je pense que c'est plutôt ça qu'il faut faire. Mais enfin, je sais pas. Là, à froid comme ça, je saurais pas. Parce qu'en fait, vous avez deux manières d'attaquer. Soit vous attaquez en attaquant large, en commençant par les champs simples, et en allant vers le numéro, ou soit vous faites l'inverse. Commencez par le numéro. Mais là, je j'ai pas réfléchi à la question. Faudra étudier la chose, quoi. Mais là, comme ça, j'ai pas envie de me casser la tête. Mais en tout cas, il y a deux possibilités. Je sais pas laquelle est la mieux. Mais en tout cas, voilà, ça veut dire qu'il faut d'études. Parce que tant que ça tombe pas, faut augmenter. Alors évidemment, si vous avez une malchance digne de monsieur Poissard, là, évidemment, si vous appelez Patrick Chirac, là, ça craint. Parce qu'évidemment, à un moment donné, on touche quand même aux limites de jeu quand on a joué vraiment tout. Mais alors là, j'ose même pas imaginer la somme colossale qu'il y aurait sur la table. C'est-à-dire, c'est une table à moitié remplie, quoi. C'est-à-dire que vraiment, parce qu'il y a les carrés autour du 17. Il y a les carrés, il y a les chevaux. Vous vous rendez compte du nombre de pions que vous pouvez mettre rien que pour viser 17. C'est absolument colossal. Mais j'ai jamais vu faire ça, quelqu'un, en fait. Personne ne le fait. Jamais j'ai vu quelqu'un le faire. Et pourtant, vous voyez bien que je suis en train de vous énoncer quelque chose qui a tout à fait l'air d'être tout à fait plausible, en vérité. Mais jamais vous verrez quelqu'un le faire. Bah pourquoi? Bah parce qu'il faut de la thune, tout simplement. Et que les gens qui ont de la thune, ils viennent avec de la diction au fond de leur... Pardon, excusez-moi, c'est le rhume des foins. Donc, c'est, comment dire, les gens qui viennent en général avec beaucoup d'argent, c'est des gens qui sont riches et qui viennent là pour se détendre et pour flamber et pour ci et pour ça. Ils n'appliquent pas ce genre de choses. Un mec comme Albert, lui, serait capable. Parce que déjà, il est patient et tout, et que et je pense qu'il a, il a même plus besoin de se faire peur comme ça. C'est un peu ce qui se passait avec Papy, en fait. C'est que Papy, à un moment donné, il est tellement bon que il n'a pas besoin non plus de faire des choses extraordinaires. Ça, t'as l'impression que pour lui, il est en vacances sur un pédalo, quoi. Et le mec, il est en train de te faire un bénéfice de ouf. Alors que t'en vois d'autres qui sont en train de... T'as l'impression qu'ils sont dans un combat de boxe contre la machine, ils transpirent, ça gueule, ça tape, tu sais, les mecs, et à la fin, ils vont faire aucun bénéfice, quoi. Alors qu'un mec comme Papy ou Albert, ils sont là, tu sais, t'as l'impression que le mec, il est en train de bronzer sur un Transac, mais à la fin, tu sais, le mec, il est... Vraiment, il est dans un fauteuil, quoi. Et tu te dis, mais... Et, et, et donc, des trucs qui pourraient faire te paraître flippant à toi de faire, d'exécuter, bah pour un mec comme Albert ou Papy, c'est de la rigolade. C'est-à-dire qu'un mec comme Albert, tu le fous avec, je sais pas, 2000 balles en poche, tu dis attaque-moi le 17, repère-moi, tu te dis repère-moi un numéro qui est pas sorti, voilà, qui est froid, machin, et commence de l'attaquer quand tu le sentiras, parce qu'évidemment, faut pas attaquer n'importe... c'est un numéro effroi, commence pas, surtout pas d'attaquer à 150. Attends vraiment un retard qui est conséquent, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a certains. Alors justement, c'est pour ça que certains jours, le campeur ne verra rien à attaquer. Parce que si t'es dans une journée où il n'y a pas des grands écarts, mais quand tu vois un numéro qui commence à avoir un retard de 400, 500, tu te dis putain, il est peut-être temps de l'attaquer celui-là, hein. Mais pour ça, bah pareil, il faut être sacrément un putain d'observateur, parce qu'évidemment, c'est pas le casino qui va t'afficher ce genre de statistiques très utiles, hein. Le véritable retard d'un numéro, bah tu peux t'asseoir, c'est à toi d'aller le constater, si tu veux. Donc si tu veux, rien n'est apporté sur un plateau, c'est encore la même chose, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils pensent qu'ils vont arriver, et que les solutions tombent, tu vois, mais euh, attaquer, ça porte bien son nom. Et ça porte en soi, le mot attaquer, une part d'agressivité. Donc voilà, en fait, la roulette, il y a une part de...
T'agresses le hasard, ouais. Tu es en train d'agresser le hasard pour... En fait, si tu veux, tu le stresses, tu l'embêtes. Parce que et s'il y a un retard et que toi tu joues justement ce numéro-là, c'est que tu es en train de tester le hasard. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de certitude. Parce que le hasard, finalement, c'est lui qui a le dernier mot. S'il a envie de te dire non, c'est moi qui gagne, ça je ne sortirai jamais. Si le 17 ne veut pas sortir de la journée, tu pourras rien y faire, mon petit coco. Et t'as beau t'appeler Albert, et ça, soyons clairs là-dessus. Hein, tu vois, c'est pour ça que faut raison garder. Mais disons que t'augmentes quand même tes chances de faire du profit si tu testes le hasard, plutôt que si tu te laisses fouetter par ces gentilles mains qui te giflent toute la journée. Parce qu'en fait, c'est ça, celui qui joue n'importe comment, il se fait balloter comme dans une espèce de barque dans l'océan, dans une tempête. Tandis que celui qui agresse la roulette, il va se retrouver dans une situation où, ok, il peut perdre, c'est sûr, on est d'accord, mais il est en ballottage favorable, beaucoup plus. Donc, le campeur, il est là pour... Voilà, quel est le but du campeur? C'est mettre toutes ses chances en sa faveur, même si au bout du compte, il n'y a pas de certitude. Mais c'est ça qui fait toute la beauté du jeu. La beauté du jeu, c'est que tu viens pour tester le hasard. C'est un combat entre toi et lui. Et donc, lui, il va user de tous ses stratagèmes, le hasard, mais toi, tu vas user de tous tes stratagèmes à toi. Et c'est pas comme si tu allais jouer à un jeu de hasard où toi, tu n'as aucun stratagème. Et c'est ce que j'expliquais avec les machines à sous, par exemple. Une machine à sous, lui, le hasard va faire sa propre stratégie, qui est d'être simplement hasardeux, et ça lui suffit. Là où toi, qu'est-ce que tu pourras faire? Rien. Voilà, la machine à sous, tu pourras rien faire, rien tenter. Tu peux rien tenter pour influencer le hasard. Et c'est la différence du campeur qui, lui, tente d'influencer, non, enfin, c'est pas le hasard directement qui l'influence, mais c'est la position qu'il va prendre. En fait, quand tu poses des pions, tu prends position. Et bien, quand tu prends position dans une machine à sous, tu n'en as qu'une à faire, et pas d'autre. Il n'y a pas de possibilité. Je parle en termes de gagner et perdre. Évidemment, tu peux jouer différemment sur une machine à sous du voisin. Si lui, il met que une mise x1, x2, tu peux jouer sur différents paramètres dans une machine à sous. Ça, je suis d'accord. Mais une fois que tu as choisi tes paramètres, tu n'as plus d'autre choix. Et ton positionnement ne peut pas, comment dire, être au regard du hasard. Tu peux pas te positionner vis-à-vis de lui. Tu peux te positionner vis-à-vis des paramètres que t'offre la machine. Par exemple, jouer que sur une ligne, sur plusieurs lignes, machine. Voilà, il y a des options sur une machine. Voilà, on est d'accord avec ça. Il y a des options sur une machine à sous, tout comme il y en a à la roulette. Mais, à la roulette, par exemple, tu as l'option de avec combien tu joues en pion. Tu joues avec 50 centimes ou 2 euros ou 5, c'est pas la même chose. Mais c'est tout, c'est ça, c'est de l'option. Mais après, la roulette t'offre un truc un peu plus poussé, c'est que tu vas pouvoir te différencier dans la manière de te présenter au hasard. Donc c'est ce que tu essayes de faire quand tu attaques un numéro, parce que évidemment, si tu n'attaques pas un numéro et que tu joues n'importe quoi, là tu joues au hasard. Par contre, si tu observes un retard, donc qui peut contredire ça en fait? Qui peut oser venir en commentaire de la vidéo prétendre qu'un retard ça compte pour du beurre? Dire bah non, parce qu'en fait le grand argument de ceux qui veulent me casser les bonbons, j'ai envie de vous dire, c'est que chaque coup est différent et il n'y a aucun rapport entre les coups. Ah oui, effectivement, il n'y a aucun rapport entre les coups. Mais je suis désolé, quand un numéro n'est pas sorti depuis un certain temps, forcément, à un moment donné, il faudra qu'il tombe. C'est de la logique pure. Et plus, justement, toi, t'es là, et plus tu vas attendre le dernier moment pour commencer ton attaque, et plus tu as des chances de gagner. Donc, en fait, c'est à toi, parce que, évidemment, si tu attends trop, l'attaque te passe sous le nez. Sauf que, après un numéro, en général, il y aura une répétition, il reviendra, donc tu peux peut-être le rechoper. Mais, d'ailleurs, c'est une bonne technique, ça. Soit sans le faire exprès, je viens de vous donner encore une technique, c'est que, en fait, vous pouvez attendre que ce numéro retardé, qui sorte au moins une fois.
Parce que, en général, si ce numéro retardé de 300, 400 fois, voire 600 fois, il finit par sortir, forcément, il y a de grandes chances qu'il y ait une compulsivité, que d'ailleurs j'avais exposé dans de nombreuses vidéos, qui est la vengeance du numéro en quelque sorte. Voilà, il y a la vengeance de Roulette Vendetta, mais il y a la vengeance de la roulette. Enfin, du numéro. La vengeance du numéro qui n'est pas sorti depuis tellement longtemps et que certainement l'algorithme de la machine doit maintenant remplacer. Parce qu'en fait, tous ces coups-là où il n'est pas sorti, le hasard, comme il tend à toujours revenir à un équilibre certain, et c'est ça aussi qu'il y a une notion à comprendre, c'est le retour à l'équilibre des choses. Donc si un numéro n'est pas sorti pendant un nombre incalculable de fois, bien le hasard a tendance à se rattraper de ça en fait. Et ça, n'allez pas me demander pourquoi. Moi, c'est simplement les choses que j'ai observées, mais je sais pas les expliquer au niveau. Enfin, personne ne peut le faire, peut-être. Ça se trouve, c'est des lois qui ont rapport. Enfin, c'est des notions qui ont rapport avec la physique quantique, ça se trouve, la physique des particules. Donc, allez expliquer qu'il faut qu'il y ait un équilibre du hasard. C'est assez inexplicable. Mais bon. Donc, vous voyez bien que le campeur est probablement un des joueurs qui a le plus de chances de réussir, mais à la différence d'un Eric, et même d'ailleurs d'un Papy, c'est plus long, évidemment. Mais ça rend le jeu beaucoup plus intéressant. Je pense que quelqu'un qui a vraiment la passion... D'ailleurs, Albert, c'est ça qui transpirait. Il transpirait une espèce de passion. La passion du gars qui aime bien faire bien les choses et de manière posée. C'est-à-dire un petit peu comme... je sais pas quel exemple je pourrais donner. Un petit peu comme le pêcheur. Vous voyez, le pêcheur, il est là, il est assis au bord du truc. Et à la limite, à la fin, il relâche le poisson. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu cet esprit détaché. Albert, il a un peu cet esprit détaché. C'est même pas le profit, on a l'impression, parce que finalement, il y en a, ils gagnent plus que lui. Parce que lui, il vient pas forcément pour des sommes mirobolantes. Hein. Moi, je le voyais, il jouait tranquille, en fait. S'il repart qu'avec 20 balles, 30 balles, mais bon, c'est un retraité, il a déjà sa paye. Vous voyez, l'idée n'est pas dans un profit incroyable, mais c'est la façon d'y arriver. Et lui, c'est ça, c'est élégant, c'est la beauté du truc. Donc Albert, il est important. Il est important, c'est pour ça que je les présente en troisième position. Vous voyez que en fait, je les présente des fois par ordre d'importance plus que par ordre chronologique, puisque j'ai présenté Eric en premier. Alors que en fait, c'est Papy que j'avais rencontré en premier. Mais là, en troisième, je suis obligé d'évoquer Albert, parce que vraiment, comme joueur de roulette, voilà, c'est l'élégance, c'est comment dire, une autre façon de jouer des autres. Voilà, où les gens ils viennent, et c'est un peu du 5 à 7, que voilà, il faut que je vienne, faut qu'en 1 heure j'ai fait mon truc et que je repartis, je dois repartir en province, j'ai pas le temps, je suis avec ma femme, ma grand-mère, je sais pas quoi. C'est les gens, ils viennent en 5-5, mais voilà, c'est autre chose quoi. Tu viens en 5-5 au casino, ou une après-midi, bon bah, mon pauvre vieux, t'as intérêt d'être Eric, sinon ça n'ira pas. Voilà, et pour ça que Eric est impressionnant, c'est que Eric, dans un laps de temps assez réduit, il est capable de faire un profit. Là où n'importe qui, justement, serait capable de camper. En fait, n'importe qui, enfin, techniquement, sur le plan technique, hein, je dis pas qu'il sera capable lui-même personnellement de le faire, mais rien n'empêche n'importe qui de rentrer dans n'importe quel casino et de faire le campeur. Si ce n'est ses propres capacités de patience. Mais autrement, il n'y a rien qui empêche d'observer des choses qui sautent aux yeux. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais un petit peu évoqué sans vraiment rentrer dans le détail, mais quelque part, on a des difficultés à observer. D'ailleurs, voilà, dans la vidéo, j'en parlais sur un stylo et du papier pour vaincre cette satanée roulette. Et bien en vérité, voilà. En vérité, c'est bien de ça dont il s'agit. Observer des choses simples et les attaquer. C'est ça le campeur. Mais encore faut-il avoir cette clairvoyance et ensuite le courage de ne pas lâcher ta proie et de ne pas en passer à une autre. Parce qu'en fait, ce qui est une chose à éviter aussi, c'est de changer constamment de cible. Quand vous avez un objectif en tête, faut pas sortir de ça en disant « Ah, je change d'avis, tiens, je vais passer... » Non, non. Si vous faites... Voilà, si je commence d'observer le 17 et de dire « Ça, mon coco, aujourd'hui, tu m'appartiens. Ah, puis tiens, t'as un pote qui arrive, il dit « Ah, tiens, putain, regarde le 13, machin. » Parce que souvent, il y en a, ils viennent vous polluer l'esprit avec leurs vidéos.
leurs idéaux bien sympathiques, mais dont t'as rien à foutre. Au final, le mec, ils finissent par te polluer. Là. Le mec, il va arriver, il va te baratiner pendant un quart d'heure sur le 13, et puis au final, ça y est, dans ta tête, tu vas commencer à te douter de ta cible que tu avais choisie. Mais ta cible, tu dois pas la lâcher, et c'est tout, parce que ton cerveau n'est pas fait pour observer le multi-hasard dans des... En fait, notre cerveau, il a des difficultés à appréhender le hasard. Parce que appréhender le hasard, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est une espèce de variable difficile à saisir, et ton cerveau peut pas se focaliser à la fois sur le 17 ou sur le 13. Et donc, forcément, si tu as commencé d'attaquer un numéro, il a commencé d'influer en toi. Alors après, si tu repasses à une autre attaque qui n'a rien à voir, tu as quand même des traces de l'ancien numéro en toi. Donc tu as commencé d'embrouiller ta propre notion d'observation du hasard. Parce qu'en fait, voilà, c'est une capacité d'observation des choses. Alors, observer un seul numéro, vous allez me dire, c'est pas difficile. Bah, c'est pas que c'est pas difficile ou que c'est difficile. C'est qu'en fait, prenons le cas que tu attaques le 17, tu vas commencer ton attaque au moment où tu juges qu'elle est la plus pertinente. Tu vois, et ça s'explique dans aucun livre. Parce que si tu constates un retard, ça peut être dangereux pour toi de commencer trop tôt ton attaque. Parce que le gros problème d'un retard, c'est quelle est son épaisseur. Un retard peut durer. Donc ça, on le sait. Donc toi, là où tu vas avoir de l'instinct, c'est au moment... Et ça, c'est un instinct qui est réfléchi par derrière. Ton arrière-cerveau dit c'est à ce moment-là, mais il y a une raison. C'est pas quelque chose qui... C'est ça l'instinct. L'instinct, c'est pas quelque chose de hasardeux. N'allez pas croire que décider à tel moment ou pas d'attaquer est le fruit du hasard. Non, ton instinct, il est capable de sentir un petit peu les choses, et ça, je sais pas comment vous l'expliquer, et certainement en rapport aux observations passées, parce que comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'être venu dans le casino souvent observer ce qu'était un retard de numéro, forcément te donne une intelligence de ça. Un peu comme celui qui va se spécialiser dans le rouge et noir, et à force d'avoir observé des séries de rouge et noir, il finit par en rêver la nuit, et presque les yeux fermés, c'est rouge qui va sortir, t'inquiète, je sais. Et il ne saura peut-être pas te l'expliquer avec des mots. Et d'ailleurs, c'est ce que m'avait dit Papy. Il m'a dit, je saurais peut-être pas forcément te l'expliquer avec des mots, mais je suis capable de dire ce qui va te sortir, parce que j'ai des connaissances à la fois de principe, technique, mais il y a tout un truc qui est difficilement explicable, qui vont au-delà de l'observation de patterns, qui sont vraiment incrustés en toi de fait d'avoir observé les choses pendant un certain temps. Si tu changes de chemise et de caleçon en plein milieu de ton truc, bah, t'es désarçonné quelque part. C'est surtout ton instinct qui est cassé. L'instinct peut pas être sur plein de trucs. Et comme je disais, si t'es en train de t'affûter sur le rouge-noir, et que ça fait 1h30 que t'es là-dessus, va pas te foutre sur les numéros. C'est pas le même univers instinctif. Il faut respecter son propre instinct. Et si tu le respectes, eh ben, tu pourras arriver à des résultats qui sont vraiment bluffants. Et moi, ça m'est vraiment arrivé. Mais je pense que, en vérité, on est gagnant aussi parce qu'on a envie de l'être. Il y a un côté autodestructeur chez l'homme qui fait que des fois, tu vas venir et tu vas rien respecter du bon sens. Tu vas ni respecter ton instinct, tu vas ni respecter le hasard. Et cette conduite un petit peu suicidaire, je ne sais pas d'où elle vient, parce qu'elle m'est déjà arrivée. En fait, moi, ça m'est déjà arrivé de jouer très très bien, de venir, de m'installer, d'avoir une cible, de l'avoir, de m'en aller. Merci, au revoir, chapeau melon et bottes de cuir. De revenir une autre fois et d'avoir le comportement d'un alcoolique suicidaire. C'est-à-dire, tu viens, tu respectes rien, tu fais n'importe quoi, et presque tu as envie de perdre. Et je dirais que des fois, les gens viennent chercher l'échec à la roulette. Bon, ça devrait faire l'objet d'une autre vidéo. Mais ça n'a rien à voir avec le campeur. Parce que, voilà, c'est ça la vérité. C'est que celui qui a une conduite d'échec est diamétralement à l'opposé du spectre du campeur. Le campeur, il vient, il est dans un esprit extrêmement positif et optimiste. Parce qu'il sait qu'il va y arriver. Il sait qu'il va y arriver. Pourquoi ? Parce que, déjà, il met énormément de chance de son côté. Premièrement, il respecte les lois mathématiques du hasard.
Deuxièmement, ils respectent le fait d'avoir une stratégie, parce que c'est simple à comprendre. Mieux vaut une stratégie que pas de stratégie. Voilà. Donc, et troisièmement, il a envie de gagner, il a la patience, enfin vraiment, il accumule tous les trucs du gagnant, quelque part. À sa manière, là où Eric accumulait un nombre de paramètres qui faisait de lui un gagnant, Papy c'est pareil, et ben Albert, finalement, c'est pas très différent. Il accumule un certain nombre de préceptes, de concepts qui font qu'à la fin il est gagnant. Mais parmi ceux-là, on en parle assez peu souvent, hein, c'est l'envie de gagner. Parce que ça paraît naturel. Mais non, c'est pas naturel. On n'a pas tous envie de gagner tout le temps. Pourquoi? Bah, c'est la psychologie. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que ouais, à votre boulot ça va bien? Est-ce qu'avec votre femme ça va bien? Et des fois, la roulette vient comme une espèce de redresseur de tort, vous mettre un coup de martinet et vous venez chercher la punition divine que quelque part vous pensez mériter, mais que vous n'êtes pas capable d'avoir même conscience de ça en fait. La roulette, c'est déjà aussi psychologique aussi. C'est-à-dire que, comme j'ai toujours dit, un suicidaire ne le mettez pas à la roulette avec une carte gold. Non, non, non. Une carte American Express. Non, non, non. Faites pas ça. Faut mieux donner 10 balles à un mec bien dans ses baskets qui, de ces 10 balles, va les fructifier. Parce qu'en vérité, il y a ça aussi. Il y a l'idée de fructification. En fait, c'est un effort de fructifier de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de le dépenser, tout simplement. C'est plus facile de faire n'importe quoi. Ton argent est dépensé. Alors que pour le démultiplier, ton argent, bah, c'est un effort. Le campeur, il est dans un effort de dire, ok, moi j'ai tant, et je veux transformer ce temps en temps plus quelque chose. C'est-à-dire que je viens avec tant, mais je vais repartir avec ça plus, avec un peu plus. Mais ça, c'est difficile en vérité. Difficile parce que, comment dire, c'est un effort. Voilà, c'est un effort de mise en place. Et le campeur, alors vraiment, lui, le campeur, c'est l'exemple extrême en vérité. Le campeur, c'est celui qui, parmi tous les styles de jeu de roulette, est un des plus exigeants. Parce que ça va s'effectuer sur un temps extrêmement long. Et ça veut dire que ton cerveau ne doit pas décrocher du début de ce que tu fais jusqu'à la fin de ce que tu fais. Là où maintenant, les gens, ils sont sur TikTok, et il faut que toutes les 10 secondes, t'aies une nouvelle vidéo. L'esprit des gens de maintenant est incompatible avec la roulette. Mais vraiment. C'est pour ça qu'à mon avis, la génération future, ils savent même plus ce que c'est que de se concentrer 5 minutes sur un bouquin, etc. Ils se sont fait entuber par l'Amérique, et par la Chine, et par tous ces réseaux sociaux, parce que on t'empêche d'être capable de poser une stratégie temporelle. Et ça, la stratégie temporelle, c'est nécessaire dans plein de situations. Il n'y a pas qu'à la roulette. Si tu veux aller chasser dans les bois, si tu veux construire quelque chose, toute chose qui nécessite un résultat ne peut pas venir avec un coup de swap sur ton téléphone en 10 secondes. C'est pas possible. À la roulette, c'est pareil. Mais c'est encore plus difficile que devant un TikTok ou devant un réseau social. Parce que là, t'es confronté à l'appât du hasard. Parce que notre cerveau, il a appris à répondre favorablement au hasard comme si c'était une drogue. C'est ça aussi qui rend difficile le jeu. Donc je pense aussi que ces gens-là qui ont une capacité n'ont pas un cerveau normal. C'est pour ça que je vous explique tout ça. C'est pour vous montrer que vous, ou moi, même, ne sont peut-être pas faits pour ça. Parce qu'il y a cette dimension neuronale qui est très importante vis-à-vis du jeu de la roulette. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui sont faits différemment des autres. Moi, par exemple, j'ai pas accroché à TikTok. Mais je pense que c'est un problème de génération. C'est que moi, je suis de la génération qui prend le temps. Moi, je suis capable de regarder une vidéo YouTube qui dure 2 heures. Voilà, qui va vous expliquer un truc. Mais combien de gens sont capables de faire ça? Combien de gens préfèrent les trucs qui vont vite et qui vous montrent une paire de fesses? Bah, je pense que la génération de maintenant ne sera incapable de jouer à la roulette. Ça, j'en suis convaincu. Parce que c'est vraiment un truc de daron, quoi. Les darons dans le temps qui viennent avec leur calepin, qui passent toute l'après-midi, voire la journée. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle? Et moi, je vois les gens de maintenant, ils ont plus cette patience. J'ai vu une fois ou deux un jeune avoir de la patience. Il y en a. Ah, j'ai vu des bons joueurs. En gain, j'ai vu des jeunes. Pour moi, un jeune, c'est quoi? C'est entre 20 et 30 ans, quoi. J'en ai vu qui jouaient bien, mais ils étaient quand même relativement peu nombreux.
En général, les jeunes sont assez impatients et tout ça, et on va surtout pas leur parler de jouer comme un campeur. En général, le campeur, c'est un joueur âgé. Donc tout ça, faut avoir conscience de toutes ces choses-là. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette chaîne, c'est que, encore une fois, toutes ces choses-là, on vous les explique pas à l'entrée du casino. On vous fournit pas ce lot d'informations qui pourrait vous éclairer. Donc moi, c'est aussi pour ça que je fais ça. C'est pas simplement pour que vous gagniez, parce que gagner n'est pas suffisant en vérité. Ce qu'il y a, c'est que vous compreniez pourquoi vous avez gagné. Et là, c'est mieux. Et compreniez pourquoi, pourquoi vous avez perdu aussi. C'est aussi ça aussi. Toutes ces choses-là, bon, avec l'expérience, vous finirez peut-être par acquérir certains points de vue que je vous ai déjà donnés, donc vous n'avez pas forcément besoin de moi. Si vous passez 30 ans comme Albert au casino, je pense qu'à la fin, vous aurez quand même appris des choses. Si elle ne vous a pas tué et dérobé tout votre compte en banque. Donc voilà, mais c'est pour ça, ça demeure dangereux, et je pense que tous les gens qui ont des conduites addictives peuvent forcément mal finir à la roulette. Parce qu'on voit bien que, justement, à l'image de ce style de joueur qu'est le campeur, ce serait le genre de gars qui serait capable de regarder une tablette de chocolat pendant 3 semaines sans y toucher, quoi. C'est vraiment, voilà, on parle de gens d'une autre génération, quoi. Aujourd'hui, il faut tout de suite. Faut appeler Uber, faut se faire livrer. On fait, enfin, je sais pas. C'est notre époque aussi. Je veux dire, c'est pas forcément de la faute des individus. C'est une faute collective de société de vouloir toujours plus, alors qu'on nous dit que la planète vivra de moins en moins longtemps et qu'il y aura de moins en moins de ressources. Il y a quand même un non-sens dans tout ça. Mais la roulette permet de, si on y réfléchit et qu'on l'étudie, permet de mettre en regard, enfin de mettre en lumière ces effets-là. Et c'est pour ça qu'elle est intelligente sur le plan humain. Enfin, c'est intéressant, la roulette est intéressante sur le plan humain parce qu'on peut y faire des parallèles avec le monde réel et les difficultés qu'on y rencontre. Puisque je pense que c'est un énorme accélérateur, c'est-à-dire que chaque humain que nous sommes, chaque individu qu'on est, en face de la roulette, on est amplifié, on n'est plus le même. Moi, devant une roulette, je suis plus le même que quand je suis dans d'autres activités ou ailleurs. Donc un mec comme Albert, forcément que ce comportement très détendu et distant, tu dois pouvoir le retrouver dans ce qui se fait dans sa vie réelle. Je pense qu'il y a une corrélation entre la personne qu'il est et sa façon qu'il va jouer. Et donc c'est pour ça que, comme je disais toujours, chaque personne aura sa façon de jouer. Et que ça sert à rien de vouloir copier quelqu'un d'autre, c'est débile. C'est une erreur fatale. Tu peux t'inspirer des autres. Tu peux aller picorer à droite et à gauche, mais c'est un peu comme, voilà, il y a eu Messi, il y a eu Zidane, il y a eu Ronaldinho, chacun joue différemment. Et puis il y avait Pelé, le master, qui lui a joué un peu comme tous ces joueurs-là réunis. Je pense que Eric, c'était un peu Pelé, en fait. Voilà, Pelé, voilà. Dans mon esprit, c'est ça, c'est que voilà, il est vraiment dans une dimension stratosphérique. Et puis les autres, ils sont un petit peu des déclinaisons parce que il en faut toujours. Mais des Pelé, il n'y en aura qu'un dans l'histoire. Bon, après, c'est très imagé ce que je vous dis, mais voilà, il y a comme ça, voilà, c'est un art, la roulette, où c'est pas combien vous allez gagner qui est important. C'est comment vous avez fait pour y arriver, parce que c'est vraiment beau. Même, franchement, honnêtement, vous faites une attaque, et à la fin de l'après-midi, vous avez gagné que 20 balles. Ok, c'est pas beaucoup, mais c'est cette manière-là que vous avez faite, et ça se trouve beaucoup plus belle que le guignol qui est arrivé en cabriolet sur le parking, comme un gros kéké avec ses 5 potes. Il est arrivé, il fait je claque 1000 balles sur la table, je m'en bats les couilles, ça passe, putain, je viens de faire 1000 balles. Ils repartent tous. Le dimanche d'après, ils vont reclaquer ces 1000 balles. Mais putain, c'est le jour et la nuit, ce que je chante. Vous voyez bien, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Et voilà, ok, faire un profit de 20 euros, mais de le faire d'une façon intelligente, reproductible, et en ayant pris plaisir à le faire, ça n'a rien à voir que de jouer avec l'adrénaline. Parce que le gros problème, c'est ça, c'est que l'adrénaline, on ne pourra jamais la chasser totalement du jeu. Même Albert, il doit avoir des montées d'adrénaline. Parce que ça reste un joueur, donc je ne dis pas qu'il est imperméable à l'adrénaline, mais c'est quand même fait avec élégance. En fait, on peut très bien on peut se mesurer à la roulette avec élégance. C'est pas la peine d'être un flambeur, un gogol et de tout faire sauter.
On peut faire ça, voilà. La preuve, c'est que ni Papy, ni Eric, ni Albert, pour l'instant, ne sont des gens qui sont ostentatoires et ils n'étaient pas très connus des autres joueurs parce qu'ils étaient plutôt discrets en fait. C'est pas ceux qu'on remarquait en premier en arrivant. C'est pas le sens. Parce que c'est des gens, on a l'impression qu'ils sont studieux presque. Et donc c'est pas eux qui ressortent en premier dans un environnement comme tel. Parce que comme tel, on voit des gens qui s'esclavent ou qui font les malins. On remarquera toujours ce gars-là qui dira ah, je le savais. Il y a des je le savais, mais combien j'ai entendu ça, je le savais, mais ouais, ok, tu le savais, mais enfin, franchement, alors que jamais t'entendras ces mecs-là se vanter de quoi que ce soit. Ces mecs-là, c'est motus, c'est bouche cousue, quoi. C'est des mecs qui sont dans une intériorité totale, c'est des moines, quoi. Pourtant, les mecs, ils jouent bien, tu vois. Donc, je sais pas, c'est. Et je pense que tous les joueurs que je parlerai sur cette chaîne sont un peu dans cet état d'esprit-là, c'est que c'est pas des gens ostentatoires. Non, non, non. Et c'est à ça, justement, que tu peux te poser des questions. C'est à partir du moment où quelqu'un est ostentatoire, tu peux être sûr que c'est du flanc, quoi. Jamais personne n'est ostentatoire, parce que justement, c'est le contraire. En fait, l'état d'esprit, et à plus forte raison du campeur, est forcément dans une plénitude d'esprit et un détachement incompatible avec un égoïsme exacerbé, un égocentrisme exacerbé. Je pense que ça aussi, c'est une des clés du truc, quoi. Parce que là, on parle d'un jeu en public. Et les jeux, non seulement tu as le stress un petit peu du jeu, du hasard, mais tu as aussi le stress d'être en société, observé. Il y a toutes ces choses-là aussi, qui font que tu ne retrouves pas effectivement toutes ces choses quand tu joues en ligne. Donc évidemment, ça n'a rien à voir, quoi. Quand tu es chez toi, je pense que tu pourrais peut-être mieux jouer, quoi, tu vois, presque, j'ai envie de dire. Mais bon, moi, je joue pas en ligne, donc je peux pas vous le dire, mais au casino, il y a ça, il y a cette espèce de... On me voit. Je sais pas, c'est vraiment ces gens-là, voilà, c'est... Parce que les techniques, pour en revenir aux techniques, vous voyez que c'est pas des choses folles au final. En fait, la roulette n'est pas ultra complexe, à part dans ce que se faisait Eric. Jouer du rouge-noir, ça va. Faire des attaques sur un numéro, ou même 6, hein, comme tout à l'heure, en début de vidéo, je vous avais exposé l'attaque sur 6 numéros, bah franchement, c'est pas mirobolant, quoi, hein, je veux dire, mais justement, parce que ce qui est difficile à roulette, c'est votre comportement. Et ça ne se... En fait, on pourra jamais être ostentatoire avec le calme. Un moine ne pourra jamais se la péter. T'as vu à quel point je suis calme? C'est comme si, tu vois, un moine Shaolin qui fait de la méditation ne pourra jamais se la péter. Regarde à quel point je suis calme. Non, parce que ça se voit pas, c'est intérieur. Toi, tu le vois, et c'est tout. Le mec, il est calme. Mais comment... Tu sais, tu peux pas extérioriser ta maîtrise de toi de manière ostentatoire, parce que justement, ta maîtrise de toi, c'est de ne pas être ostentatoire. Donc, la technique, elle, n'est pas si difficile, mais par contre, le comportement qu'il faut adopter pour arriver à les mettre en place, c'est autre chose, vraiment. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre que c'est déjà par là qu'il faut commencer, c'est quel comportement j'ai. Après, tu vois ce que tu joues comme technique, parce que au final, il n'y a pas de si mauvaise technique que ça, à part vraiment si tu joues le bourrin de chez bourrin. Mais ce qu'il faut plutôt regarder, c'est dans quel état d'esprit tu arrives. Et ça dépend de chacun. Et en plus, c'est très dépendant de chacun. Et c'est pour ça que c'est difficile de tirer des généralités là-dessus. À part que moi, je vois un point commun entre tous ces bons joueurs, c'est ce détachement, en fait. On a l'impression qu'ils jouent au domino, quoi. C'est un truc de fou. Quand tu vois les gens qui pleurent, des fois... Moi, j'ai vu des gens pleurer sur la roulette. Pleurer parce qu'ils venaient de perdre un gros coup. Tu sais, presque, le gars, t'as l'impression qu'on est en train de lui couper la main, quoi. Tu sais, et je le comprends. Je jette pas la pierre, parce que je sais ce que c'est que de perdre une grosse somme d'argent, mais ces gens-là, ils sont dans un autre monde, quoi. Je veux dire, t'as l'impression que ça glisse sur eux comme une chure d'oiseau, quoi. C'est incroyable, quoi. Mais les techniques en elles-mêmes, bon, à part Eric, qui me les a pas explicitées assez vraiment pour que vraiment je puisse à mon tour me les approprier, j'en vois le contour, mais rouge-noir, je serais capable, en vérité, si j'étais patient. Et c'est pour ça que maintenant, je vais plus m'orienter là-dessus à l'avenir.
Bon, là, j'ai toujours pas recommencé d'aller au casino parce que, comme je vous dis, je pense il me faudra plusieurs années pour y retourner, hein, tu vois, parce que là, j'ai vraiment, j'ai pas que ça à foutre, mais quand j'y retournerai, c'est sûr que j'y retournerai parce que j'ai trop envie de tester justement, parce que quelque part, le papy, c'est un genre de campeur. C'est une sous-catégorie du campeur mais qui est spécialisé. En fait, la différence, elle est là, c'est que le campeur, lui, il a un éventail, un arsenal assez impressionnant et que lui, il est plus basé sur je repère quelque chose. C'est ça. Alors que Papy, lui, évidemment, il va rester assez longtemps quand même, hein, finalement, parce qu'il peut rester 2 3 heures comme ça à jouer. Alors, on pourrait le mettre dans une catégorie de gens, voilà, de patients, presque campeurs, mais c'est pas de repérer, machin. C'est que, voilà, il joue, quoi. Voilà, il y a pas c'est le campeur, vraiment, c'est le caractérise, c'est ça, c'est cette volonté de, de voir une faiblesse dans le hasard et de dire je t'ai vu, tiens là je vais te choper par là. C'est un petit peu c'est ce qui fait le sel du truc un peu, c'est un peu comme jouer au chat et à la souris avec le hasard, dire voilà. Et ça c'est faut aimer ça aussi, voilà, faut aimer c'est une espèce de petit jeu de loi, enfin de loi, non pas de jeu de loi mais du chat à la souris tout simplement, de dire voilà, je regarde et tout ça parce que dans le rouge et le noir, par exemple, vous n'aurez pas ça, quoi. C'est-à-dire que un petit peu, si, par exemple, mais vraiment très peu, quoi. Genre, on est à milieu. En fait, si vous voulez, ce qui est vraiment très marrant, c'est que ce soit Eric, Papy ou Albert, c'est vraiment 3 façons de jouer qui sont diamétralement, complètement différentes. Et pourtant, on parle du même jeu. Et donc, on pourrait encore dire c'est la granularité. La granularité à la roulette, elle s'exprime par plein de choses. Par le fait que, par exemple, on a 3 joueurs qui gagnent de l'argent, qui sont des professionnels, pourrait-on dire presque, mais qui sont complètement dans des... Vraiment, ils ont une façon de jouer très, très, très différente. Mais vraiment, quoi. Et donc, ça, c'est pas dans n'importe... Il y a peu de jeux qui offrent une telle différenciation, ne serait-ce que de profil de joueurs. C'est ça aussi qui en fait la richesse, quoi. Et ce qui prouve que c'est pas n'importe quel jeu, c'est un jeu de ma boule. Voilà. Donc, le campeur, voilà, et si il ne joue pas du tout, il s'en fout. En fait, le campeur, il est capable d'être venu là, puis de ne pas avoir joué à la fin, parce qu'il n'a pas vu le truc qu'il voulait voir. Mais le lendemain, il va revenir avec une autre méthode. En fait, le campeur, il vient, il a un objectif de la journée, quoi. Tiens, aujourd'hui, je vais m'attaquer. Il peut faire du rouge-noir. Par exemple, Albert, il peut faire un rouge-noir. Mais il va plutôt regarder qu'est-ce qu'il y a comme retard. Lui il va attendre qu'il y ait un énorme retard, par exemple, sur une couleur, pour commencer d'attaquer. Et ça, c'est pareil, ça met du temps. Ça, c'est le genre de truc, vous pouvez mettre 2 heures avant d'avoir comment dire, un retard sur une couleur. Alors, le campeur, il est capable de les attendre, ces 2 heures-là. Parce que c'est vrai que si vous constatez que ça fait que 20 fois que le noir n'est pas sorti, bah... Je sais pas, ça commence à être rigolo, parce que là, du coup, l'adrénaline, elle commence à monter, quoi. Un événement comme ça, moi, mon adrénaline, elle monte. J'arrive, je vois qu'il y a un retard. Je dis, oh putain, il y a de l'argent à se faire, là, ça veut dire. Mais, faut maîtriser un petit peu c'est comme monter sur un cheval au galop. Parce qu'une fois que vous avez repéré le truc, il va falloir le maîtriser pour en ressortir à 3000 balles, par exemple. Et là, t'es un gosse beau, quoi, si t'arrives à faire ça. Et moi, j'en ai vu, hein. Un coup, il y a un mec qui s'assoit à côté de moi, et il a profité d'une série hallucinante, il n'y avait que du noir qui sortait. Bah, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a blindé tous les numéros en noir, les couleurs, il a tout mis dessus. Mais en 5 minutes, il est monté à 3000 balles, et puis il est reparti avec un sourire, mais vraiment un sourire jusqu'au plafond, hein. Et moi, j'étais en train de perdre. C'est c'est ça aussi la réalité de la roulette. Moi, j'étais là en train de perdre, le mec il s'assoit. Et moi, évidemment, chose à jamais faire, je regarde. Faut jamais regarder ce que jouent les autres. Concentrez-vous sur votre putain de tablette. Ça, je vous le dis. Parce que là, j'ai fait l'erreur. Et je vous dis pas comme ça fait mal de voir ça. Le mec, t'as l'impression que c'était facile ce qu'il faisait. Alors, était-ce de la chance? Était-ce voulu? Il arrive au bon moment. Franchement, le mec, il s'assoit, il arrive pile poil dans une série de noirs. Il blinde le noir. Ça fonctionne. Mais imaginez le mec qui est capable de faire ça à volonté. Je pense qu'Albert, c'est un peu ce genre-là. Alors moi, quand je le voyais, il jouait pas des énormes sommes, parce que bon, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt un joueur tranquille.
Mais honnêtement, je pense que tu donnes des fonds. Parce qu'il faut des fonds quand tu commences à jouer au casino. De toute façon, ça aussi, ça c'est un problème aussi, hein. C'est-à-dire que si vous commencez à vouloir vraiment bien jouer, en tout cas en tant que campeur, je pense qu'il faut des fonds. Parce que d'ailleurs, le comptable, dont je parlerai dans une autre vidéo, avait un gros besoin de roulement. D'ailleurs, on a vu que Eric avait un gros besoin quand même de fonds de roulement. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il ait un fonds de roulement qui était au moins je pense, de 2000 balles. Papy, moins, c'est vrai. L'avantage de Papy avec son histoire de rouge-noir, c'est que je pense qu'il pouvait avoir un roulement entre 500 et 1000 balles, ça lui suffisait. Mais un campeur qui veut faire des attaques bien foutues, etc., machin, bon bah voilà quoi, qui veut faire un gros bénéfice, parce qu'en fait, tout le truc, c'est de dire, tu peux rajouter des zéros autant que tu veux. C'est-à-dire que si tu joues avec 1 euro, tu peux jouer avec 10, tu peux jouer avec 100, tu peux jouer avec 1000. Sauf dans certains cas où les limites t'empêchent d'appliquer ce multiplicateur. Mais en règle générale, tu vois, si Papy, tu lui donnais 10 000 euros, il ressortirait peut-être avec 10 000, ça se trouve. Là où quand tu lui donnes 1000, il ressort avec 1000. Bah, je pense que c'est un peu pareil avec Albert. C'est qu'il jouait avec des sommes plutôt qui étaient raisonnables, mais qui lui permettaient justement pas voilà, de faire des trucs fous, quoi. Mais peut-être, je pense que si quelqu'un arrive et dit, tiens, fais-toi plaisir, je te file 10 000, bon, bah, je pense qu'un mec comme Albert, il défonce la roulette, quoi. C'est ça le truc, mais bon, c'est c'est pas que ça, quoi. Vraiment, c'est l'histoire de, ok, aujourd'hui, je viens avec un objectif, et je m'y tiens, parce que ça va dépendre de son humeur. Je pense que voilà, un jour tu vas venir, tu vas avoir envie d'attaquer les couleurs. Un autre jour tu vas te dire, tiens, je vais plutôt attaquer le 17 ou le 34, j'en sais rien, mais chaque jour est différent. Mais tu viens, tu sais pourquoi tu viens, et c'est ça la beauté du truc, quoi. Tu viens avec ta stratégie, tu sais, c'est infini. C'est ça aussi qui rend le jeu intéressant. C'est-à-dire que tu peux venir pendant 30 ans au casino et appliquer à chaque fois quelque chose d'un peu différent. Et c'est ce qui fait que c'est pas si monotone que ça. Mais c'est ce qui fait que aussi, en testant des trucs, tu peux perdre. Et c'est ça un peu le danger de tester trop de choses aussi. Donc il faut savoir faire la part aussi des choses là-dedans. Parce que si tu testes tout le temps des trucs différents, des fois tu peux te tromper. Des fois tu peux te dire, une technique peut te paraître, comment dire, bien en apparence. Puis dès que tu vas commencer à jouer avec, tu vas perdre. Voilà, donc toutes les attaques ne sont pas forcément bonnes. Donc, à l'autre côté du spectre, si tu connais un truc qui marche, mais ne faire que ça, bah, au bout d'un moment, t'en auras marre. Et c'est pour ça que j'étais très impressionné par Papy. Parce que lui, il joue tout le temps ça, mais tu sais, je vous ai dit, je suis resté plusieurs années à Anguin. Il n'a jamais changé son truc, hein. Papy, c'est rouge-noir, point. Tu lui feras jamais jouer autre chose. Jamais. Le mec, c'est un truc, c'est son truc. C'est inexplicable. Moi, je serais pas capable. Justement, moi, c'est ces difficultés-là que j'ai envie de mettre en lumière sur cette chaîne. C'est le fait que la difficulté de jouer tout le temps pareil, mais quand tu joues pas tout le temps pareil, bah forcément, des fois, tu t'aventures dans des trucs un peu à part, un peu parallèles, quoi. C'est ça qui est difficile. En vérité, ce qui est difficile, c'est la psychologie. J'y reviens encore. C'est la psychologie de joueur qui est compliquée. Parce que si moi, j'étais qu'un robot, comme un robot de trading qui passe des ordres automatiques de trading, voilà, bah, je serais Papy. Papy, c'est une sorte de machine, quoi. Il ne voit rien d'autre. C'est comme si c'est comme un daltonien qui peut pas voir certaines couleurs. Bah lui, il peut pas voir certaines façons de jouer. Lui, ce qui le marque, ce qu'il a envie de jouer, et ce qui il ne joue que le rouge-noir. Et ça, c'est vraiment très, très spécial, parce que je vois rarement des gens être monomaniaques dans un domaine particulier comme ça. J'en vois très très peu. Les gens, en général, c'est rare que je les vois jouer tout le temps la même méthode. Alors, j'en ai vu aussi, j'en parlerai peut-être aussi, un de ces quatre aussi, c'est ceux qui jouent les petites... un peu comme Papy, mais en jouant sur les côtés, donc ça revient un peu au même, mais c'est moins impressionnant. C'est moins impressionnant, je sais pas pourquoi. Ils jouaient moins d'argent. Oui, j'ai vu des gens faire... normalement, en fait, ceux qui connaissent Anguin, bah, vous devez le savoir, il y a des Asiatiques qui sont tout le temps les mêmes, assis en bas, dans la salle du bas. Et ils jouent du gauche-droite, manque-passe, et des petites sommes. Mais à la fin de la journée, je pense ils font un petit pécule. Et ils sont tout le temps les mêmes, assis là. Et donc, vous voyez, il y a toujours, voilà, il y en a, ils font toujours les mêmes trucs.
Et ils ont le point commun d'être psychologiquement assez patients, assez... c'est presque, ça devient presque lassant ce qu'ils font, honnêtement. Jouer tout le temps, manquer passe, je sais pas comment ils font. Moi aussi, je pense que en fait, il faut trouver un mix qui arrive à vous garder votre attention sur une échelle de temps qui soit raisonnable. Et parce que en fait, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous êtes d'une patience naturelle, et donc vous êtes capable d'être ce genre de personne qui va jouer tout le temps la même chose, comme Papy, un peu comme Albert, mais Albert, lui, il variait quand même pas mal ses trucs. Mais Eric aussi. Eric, c'était quelqu'un qui appliquait tous les jours un protocole, certes, qui était plus évolué que celui de Papy, mais protocole quand même, toujours le même. Mais qui offrait beaucoup plus de possibilités. C'est pour ça justement, moi je m'étais orienté un peu dans cette façon de voir de Eric, parce que sa façon de jouer lui offrait un éventail extrêmement large, en fait. Plus qu'un gars qui va jouer que rouge-noir. Et lui, ce qui est bien avec Albert, c'est que il pouvait varier les plaisirs aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de types d'attaques. Il m'a montré dans son carnet, il m'a dit, mais regarde, j'en ai des trentaines différentes des stratégies d'attaque. Il y en a à l'infini. Donc en fait, c'est ça qui est pas mal avec cette façon de voir. Et donc, tu vas avoir ce genre de campeur comme Albert, et puis de l'autre côté, tu avais ces Asiatiques qui étaient en bas, qui sont réputés pour être des joueurs patients, des joueurs qui sont bons, ayant un bon rapport à l'argent, n'étant pas trop dépensiers, foufou, et capables voilà, de jouer tout le temps la même chose. Et ça, c'est aussi impressionnant en soi. Vous voyez que cette catégorie-là, c'est vraiment voilà, un peu comme Papy, mais Papy, au moins, il y avait cette dynamisme du rouge-noir. En fait, je trouve que le rouge-noir, c'est assez dynamique comme façon de jouer, parce que voilà, c'est déjà bien visible, c'est déjà bien affiché, alors que jouer le manqué passe, c'est un peu moins flashy, quoi. Mais le rouge-noir, c'est très intéressant, parce que déjà, on vous affiche comme ça, rouge-noir, voilà, il y a quelque chose de plus emballant dans l'affaire. Puis rouge-noir, ça parle, quoi. Le manque-passe, c'est un peu plus difficile de jouer manque-passe. Mais bon, on peut le faire aussi, finalement, hein, je veux dire... Mais là où Papy se détachait, c'est qu'il jouait avec des grosses sommes. Voilà. Moi, ce que je voyais, c'est que ces Asiatiques qui étaient dans la salle du bas et qui étaient sur les machines à 5 euros, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Anguin, c'est les machines à 5 euros qui sont en bas. Donc, ils jouaient pas des sommes folles. Donc, je pense qu'ils n'avaient pas la technique suffisamment... Enfin, je pense qu'eux, ça leur suffisait de faire vraiment du pas à pas. Et puis ils n'avaient pas eu envie de faire beaucoup, et surtout je pense qu'ils voulaient pas prendre de risques. Et ça c'était aussi intéressant de le noter, quoi. C'est-à-dire que voilà, annihiler le risque. Il y en a vraiment, alors plus tu vas annihiler le risque, plus ça va être chiant, ça se trouve, de jouer aussi, parce que justement t'as plus du tout d'adrénaline. Donc il y a aussi cette histoire là au moins Papy ça causait, quoi. Il y avait d'adrénaline dans ce qu'il faisait. Et donc, je pense qu'on n'a rien sans rien, quoi, si on veut un minimum de bénéf. Mais par contre, si tu veux sécuriser au max ton jeu, eh ben, tu vas te transformer en un campeur où tu vas camper là toute la journée en jouant vraiment petit à petit, vraiment ta petite boule de neige, tu l'as fait grimper de 5 en 10. Et puis, à la fin, tu as quand même un bénéf. Mais je veux dire, ça a été long. Et donc, c'est pareil, ça s'adresse pas à tous les types de joueurs. Ça s'adresse à des habitués, parce que les mecs, tu les vois, ils sont tout le temps là. Ils ont presque leur nom sur la chaise, quoi. Alors qu'un mec qui est irrégulier, qui vient un coup de temps en temps, tu vois, ce mec-là, il n'a pas le temps de rigoler, il vient, il blinde. En général, ce genre de joueur qui n'a pas trop le temps, il vient, il blinde, ça passe pas, ça passe pas, mais il va pas être là, dire putain, je vais rester de maintenant jusqu'à la fermeture pour faire ma petite boule de neige. Non, c'est pas le même état d'esprit, vous voyez. Il y a toute, voilà, et le problème, c'est que tous ces gens-là, qui ont toutes ces différences de jeu, bah, se côtoient au même endroit. C'est rigolo en même temps. Mais vraiment, c'est pas la même philosophie, vous voyez, c'est complètement différent, quoi. Et je pourrais, voilà. Mais petit à petit, je suis en train de vous dessiner, enfin, je m'aperçois que petit à petit sur cette chaîne, on est en train d'arriver à dessiner quelque part tous les grands profils. Puis après, à l'intérieur de chaque profil, tu peux encore aller plus loin dans la précision, quoi. Il y a le campeur, voilà. Mais dans le campeur, tu peux encore, voilà, t'as quand même, bah, je vous ai décrit Albert comme campeur, je vous ai décrit Papy, et puis finalement, il y a ces Asiatiques qui jouent qui jouent en bas parce que c'est plus tranquille. Ouais, je sais pourquoi ils jouent en bas.
Parce que c'est beaucoup plus tranquille, c'est pas du tout la même ambiance que la salle du haut. Déjà, la salle du haut, il y a 50 postes, machin. Alors qu'en bas, c'est des machines, il y a deux machines de 10 places, quoi. Ça n'a rien à voir. Enfin, je vous parle près du bar. Je vous parle pas de la nouvelle salle. Il y a une nouvelle salle à Anguin, alors vraiment, j'aime pas. Mais là, l'ancienne salle du bas, près du bar, à côté des machines tradi d'ailleurs. Ce qui en fait que c'est pas la même ambiance. C'est que là, du coup, vous avez des roulettes anglaises, électroniques, dans la même salle que la roulette tradi. Ce qui fait que vous êtes un peu dans l'ambiance un peu spécifique, plus calme, car pas de machine à sous. Donc à vous de choisir. Soit vous êtes dans le tumulte en bas avec des machines qui commencent à 5 euros, des roulettes anglaises électroniques qui commencent à 5 balles, mais vous n'avez pas les bruits de machine à sous, mais vous avez le tumulte des joueurs de roulettes qui est quand même, c'est quand même une ambiance assez tumultueuse aussi, hein, je veux dire, mais plus calme. Ou vous allez en haut à machine à 2 euros. Donc là, c'est pour ça qu'ils choisissaient le bas. C'était beaucoup plus tranquille pour déployer ce genre de jeu gagne petit, mais très sécurisé en fait. C'est-à-dire, c'est une manière de jouer qui est hyper sécurisée, quoi. T'es sûr de ton coup en jouant comme ça, quoi. C'est-à-dire que tu joues vraiment des petites sommes, et ça marche, hein, mais tu peux jouer n'importe quoi. Tu peux jouer des douzaines. C'est pour ça que moi, je sais que si un jour j'étais licencié de mon boulot ou je sais pas quoi, ou je sais rien faire, je passerai ma journée au casino et voilà, je me ferai ma petite vie, quoi. C'est pour ça qu'au fond de moi-même, j'ai perdu la crainte. Parce que je sais que celui qui est sérieux, qui a vraiment la motivation de gagner son argent, il peut. Il suffit qu'il joue tranquille et qu'il n'ait pas la patte du gain. Parce que, évidemment, si tu déroges aux règles spécifiques de ta propre stratégie pour aller plus vite, t'es sûr de perdre. Parce que tu vas péter un câble à un moment donné. Tu vas péter un câble et tu vas arrêter de jouer tes petites sommes et tu dis ah tiens, je pète un plomb, je mets 150 balles, mais oh, c'est tout ton argent que t'es en train de mettre là d'un coup, sur un coup de tête. Tu vois, c'est ça le truc. Et moi, je sais pas où j'en serais avec ça, quoi. Je sais pas si je serais capable d'éviter le pétage de plomb. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai une certaine fragilité psychologique, je pense, qui fait que des fois je suis incontrôlable, quoi. Mais plus avec le temps, j'y arrive mieux. Voilà, en fait, avec le temps, je me suis un peu bonifié quand même. Alors, ça suscitait un peu d'espoir. En fait, l'évolution que j'ai eue au cours des 8 années que j'ai joué, c'était au début, j'étais très instable et de moins en moins, quoi. Pour arriver à être de plus en plus stable dans ce que je faisais. Puis je pense aussi que c'est la quarantaine, hein. J'ai dépassé la quarantaine et j'ai connu le jeu avant mes 40 ans et j'ai juste avant mes 40 ans, puis voilà, c'est une période de la vie où tu deviens plus mature, tu deviens plus posé, tout ça, et voilà, donc les pétages de plomb, ils arrivaient moins. Mais c'est sûr que le pétage de plomb, c'est lui qui, en général, chez tout n'importe quel joueur, vient péter sa propre stratégie, quoi. Et donc là, dans ce cas-là, c'est même pas la faute du hasard, quoi. Le hasard n'est même plus à incriminer dans cette affaire-là, quoi. C'est ni le casino, ni personne. Si tu pètes un plomb, tu pètes un plomb, quoi. C'est tout. Tu commences à partir en enflamme, à t'enflammer comme un feu de Bengale, quoi. C'est la faute à personne. Si ce n'est peut-être que l'ambiance t'y a poussé un petit peu, mais à la fin, c'est quand même toi qui es en manque de maîtrise. À la fin, c'est toi qui as la main sur le bouton, quand même, tu vois. Donc faut pas tout le temps rejeter la faute sur les autres non plus, parce que c'est pas comme ça qu'on avance, quoi. Je veux dire, ok, des fois c'est... J'ai un commentateur qui m'a envoyé une vidéo, Aimable Résolution, qui a la chaîne vidéo Aimable Résolution, il m'a envoyé une vidéo où, à Anguin, à côté des RAE, il y avait un espèce de défilé avec des mecs qui font un bruit avec des timbales et tout ça. Mais c'est quoi? T'es au cirque Le Pinder, là. T'es au carnaval de Rio. Là, franchement, ils peuvent te faire péter un plomb, les gars. Toi, t'es en train de jouer ton attaque super maîtrisée. Tu vois, sur le 17, tu dis putain, et t'es en train de mettre 500 balles, 1000 balles sur la table, tu vois. Tu te dis putain, si je me foire, je perds toutes mes couilles. Je perds mes couilles si ça foire. Et puis t'as des mecs qui viennent faire le carnaval pour distraire l'assemblée. Voilà, c'est des distractions que le casino met en place. Mais franchement, on s'en passerait, quoi. Mais largement, quoi. Franchement, là, oui, je veux dire, là, tu peux péter un câble à cause de leur connerie, quoi.
Enfin voilà, le campeur, franchement, je pourrais en parler pendant des heures, tellement c'est intéressant, quoi. Il y a tellement de choses à en dire. J'ai survolé, parce qu'au niveau technique, ça va plus loin que ce que je vous ai dit, certainement, hein. Certainement que j'étais encore un peu noob dans ma façon de le présenter, un peu léger, mais ça va loin, quoi. Ça va loin, c'est chaud, hein. Le campeur, voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour quand même, et puis voilà, je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'à maintenant, ce qui est un entraînement à la patience pour jouer au casino. Et donc, je vous souhaite de bien vous venger de cette institution financière. Salut! Pour se venger du casino, il faut s'abonner à la newsletter en description poto.